Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley ce matin, on va parler d'actualité. Oui, nous parlons de l'actualité. Vous savez que le week-end, comme le présentait en antenne, Gina était quand même un peu, du moins, ça accompagné par un certain nombre de C'était décisions. mouvementé, c'était yo coucou, c'était Voilà, moi. on peut le dire. Notamment, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'abord le Conseil des ministres. Vous savez qu'il y a eu un Conseil des ministres le 22, présidé par le président de la République. Et lors de ce Conseil des ministres, c'est agi quand même de parler de la Chambre haute du Parlement. Et surtout que nous sommes en période de préparation des élections sénatoriales qui vont se dérouler pour le premier tour le 30 janvier, donc le samedi prochain, et le second tour le 6 février. Donc, dès cet instant, il était important pour nous de revenir sur ce sujet, j'y arrive, sur ce sujet pour plus ou moins présenter ce qui va désormais être la nouvelle structuration en ce qui concerne cette élection. Vous savez que depuis la dernière modification constitutionnelle intervenue en décembre dernier, il a été décidé de pouvoir inclure la norme qui voudrait que désormais le chef de l'État peut légiférer, du moins peut nommer pour des sénateurs. Et jusque-là, on n'avait toujours pas, jusqu'à vendredi, le nombre de sénateurs qui devraient ou qui pourraient être nommés par le chef d'État. Mais cela est surtout important parce que ça nous a permis, ce Conseil des ministres a permis de non seulement préciser le nombre, mais également de pouvoir déterminer dans quelles conditions certaines personnalités ou certaines personnes peuvent être choisies pour pouvoir bénéficier de cette nomination. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le ministre de l'Intérieur qui a fait, qui a présenté de projets d'ordonnance portant loi organique du Sénat, notamment prise en application de l'article 52 de la Constitution et la présente ordonnance qui abroge la loi organique numéro 8/96 du 15 avril 1996. Il était question pour le ministre de l'Intérieur dans cette première ordonnance de faire intervenir l'idée qu'on aura désormais à élire 52 sénateurs en fonction des localités que nous avons, localités administratives que nous avons dans notre pays, 52 départements. Et à cet instant, il y aura également un ajout qui est celui qui doit intervenir avec la nomination de 15 personnalités par le chef de l'État. Et dès cet instant, on se retrouve bien dans la logique qui indiquait déjà au préalable qu'on ne pourrait pas du moins atteindre le plafonnement de 20 personnes qui pourraient être nommées par le président de la République parce que à un moment donné, ça risque encore de gonfler un peu plus le nombre de sénateurs alors que la logique avait été de pouvoir aller vers la baisse de leur nombre et certains préconisaient même la suppression de cette chambre du Parlement. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on aura désormais 52 sénateurs élus et 15 sénateurs nommés par le chef de l'État, ce qui fait un total de 67 sénateurs et dont le mandat est reconductible, donc ils sont rééligibles et reconductibles avec un mandat d'une durée de 6 ans. Donc, ça n'a pas vraiment changé. Mais ensuite, il y a aussi que dans le même texte, on nous dit que les personnalités qui pourraient bénéficier de cette nomination du chef de l'État sont des personnalités parmi lesquelles, du moins, des gens qui auraient eu à consacrer une partie de leur vie au service de l'État et qui seraient âgés de 40 ans révolus. Donc, si vous avez moins de 40 ans, malgré vos velléités, vous ne pouvez pas bénéficier de cette nomination. Par contre, vous pouvez vous inscrire du moins participer à l'élection sénatoriale si évidemment vous avez la possibilité d'être élu conseiller municipal ou conseiller départemental et affronter les suffrages des électeurs. Mais dans le cadre de ce qui concerne les nominations qui doivent intervenir à travers le chef de l'État, il faut avoir 40 ans au minimum. Donc, 40 ans au minimum. Non, vous ne pouvez pas, madame. Vous ne pouvez pas prétendre. Non, Gina, tu ne peux pas. Alors, il faut également jouir de ses droits civils et politiques. C'est-à-dire qu'il faut ne pas avoir fait la prison. Il faut ne pas ne pas être frappé d'une éligibilité. Et de jouir convenablement de ses droits politiques, donc comme je le disais. Et ce sont ces situations qui font que vous pouvez prétendre à une nomination de la part du chef d'État en qualité de sénateur. Dans ce cas, comment il va savoir que tu existes?
Ah, non, ce qui se passe, Il c'est ne faut pas faire partie d'un parti, je ne sais pas. Il faut quand même que quelqu'un lui dise que là-bas, Non, ça, est-ce qu'on dit il y a qu'il Gina qui aura bientôt 40 ans, qui veut être sénateur, et puis bam, tac, tac. Non, c'est pas précisé ici. Ce qui est dit, c'est que ce sont des gens on dit, le texte dit ceci. Le texte prévoit que les sénateurs nommés sont désignés par décret du président de la République parmi les personnalités ayant honoré le service de l'État âgés de 40 ans révolus. Donc si j'ai travaillé toute ma vie dans le privé, c'est même pas la peine que j'espère. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Non, mais j'essaie de comprendre. C'est pas ce que ça veut dire. Même quand on est dans le privé, on travaille pour le rayonnement du pays. Donc, ça sous-entend que ces nominations ne vont pas seulement prendre en compte l'idée de la corporation, du moins de la coloration politique. Ce ne sera pas forcément des gens qui sont du PD qui seront nommés ou que des gens qui sont proches, mais ce seront des gens dont on connaît une certaine probité, et tu posais la question de savoir comment ça va se passer. En réalité, lorsqu'il y a ce genre de situations qui doivent intervenir, où le chef de l'État doit nommer des gens à des fonctions, il y a des enquêtes de moralité qui sont menées. Et il y a les services de renseignement qui se mettent en branle et qui étudient au cas par cas chacun des profils ou chacune des personnes pour pouvoir donner une idée juste, nette et franche de qui ces personnes sont, et que le chef de l'État puisse intervenir en dernier ressort. Et vous savez que s'il y a par exemple une quinzaine de personnes qui doivent être nommées, le chiffre sera peut-être le double ou le triple, parce qu'il faudrait bien que le chef d'État ait une panoplie de choix. Il ne faudrait pas on lui présente juste 15 noms, on peut lui présenter 30 noms ou 45 noms pour qu'il ait plus de choix, pour qu'il puisse plus ou moins voir qui serait en mesure de pouvoir suivre l'action qu'il a désormais indiqué au gouvernement, notamment en ce qui concerne le rattrapage pour le développement du pays qui est désormais enclenché. Ensuite, il y a le fait que aujourd'hui, on a toujours eu à décrire un certain nombre de situations qui font qu'au niveau des sénatoriales, du moins au niveau des élections au Gabon, il y a souvent un déficit en termes de représentativité pour les femmes, pour les jeunes et de la société civile. Parce qu'en réalité, on peut sous-entendre que parmi les 52 sénateurs, nous avons des gens qui sont clairement engagés en politique. Or, ces gens qui sont souvent engagés en politique, parfois, les populations n'arrivent pas à faire d'autres choix que ces personnes-là parce qu'ils les connaissent et ils sont au quotidien avec elles. Or, il y a des gens qui militent pour un certain nombre de points au niveau de notre société. Vous avez des écologistes, vous avez des gens qui se battent pour la protection des droits de l'homme, ainsi de suite. Vous avez les jeunes aussi. Quand on a 40 ans, on n'est pas vieux. Donc, on a une certaine jeunesse. Donc, à partir de là, je crois que la latitude sera donnée au chef d'État aussi de pouvoir promouvoir un certain nombre de personnalités qui brillent par leur engagement au niveau de notre pays, leur capacité à pouvoir transformer les mentalités pour un certain nombre de combats qu'ils mènent. Donc, certainement qu'il y aura un éventail. Peut-être qu'on a choisi 15 pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une certaine parité, 5, 5, 5, donc 3 blocs de 5. Et puis là, on pourrait avoir une certaine coloration au niveau du Sénat qui nous permettrait de juger de ce qu'on aura. Les politiques avec 52 sièges et des personnalités influentes de notre communauté qui seraient au nombre de 15. Donc, évidemment, cela est très intéressant parce que quand on regarde aujourd'hui comment on lit la répartition des candidatures sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène à la deuxième actualité concernant évidemment le rendu du Conseil gabonais des élections. Et vous savez que cet organe a statué le 22 dernier et au cours de sa rencontre, on a que le seul parti aujourd'hui qui arrive à présenter les candidatures sur l'ensemble du territoire, c'est le Parti démocratique gabonais. Sur 52 sièges, ils sont présents. Maintenant, après, ce qui est déjà aussi clair aussi et à notifier, c'est que des 52 sièges, ils ont déjà pratiquement de facto remporté 22 sièges. Parce que il y a des sièges où ils n'ont pas d'adversaire, du moins il n'y a pas de candidature autre que celle du Parti démocratique gabonais. Je prendrai par exemple la commune de Libreville, les 1er, 2e et 3e arrondissements, où il n'y aura qu'une seule candidature, celle de Mme Missoul Yamé Flore Joséphine, parce que c'est la seule candidate qui s'est présentée. Ensuite, vous aurez peut-être à quelques endroits où il y aura quand même une certaine confrontation avec d'autres partis. Vous avez par exemple au niveau du département de la Lembombi-Leyou et de la commune de Mwanda, 1er et 2e arrondissement de la commune de Mwanda, vous aurez par exemple l'UDIS qui va présenter un candidat, vous avez l'Union nationale qui va présenter un candidat et le PDG. Donc, mais n'empêche que sur l'ensemble de l'échiquier, quand on regarde bien, on voit qu'aujourd'hui,
le seul parti qui a vraiment une empreinte nationale, c'est le Parti démocratique gabonais. Et de facto, ça laisse entrevoir l'idée que ce parti, il est vraiment désormais ancré dans une logique où c'est la machine, comme eux-mêmes ils le disent souvent, c'est le rouleau compresseur, et il continue à s'inscrire comme du moins la seule formation qui peut donner l'illusion d'avoir un rêve national, d'avoir une ambition de réunir l'ensemble des Gabonais, parce quand on regarde aujourd'hui les démocrates, ils ne sont pas partout. On a par exemple le CLR, on les voit pratiquement uniquement à Libreville, avec notamment la commune de Libreville pour le siège des 4e, 5e et 6e arrondissements, où ils sont opposés au Parti démocratique gabonais. Mais en dehors de ça, on ne les retrouve pratiquement pas ailleurs. L'Union nationale, c'est quelques sièges, comme je le disais tout à l'heure, à Mounana ou encore à Mindik. Les démocrates, c'est à peu près la même chose. Donc, ça se traduit quand même aujourd'hui l'environnement politique qui est celui du Gabon, qui veut que le Parti démocratique gabonais soit plus ou moins représentatif dans toutes les localités de notre pays. Mais cela augure aussi que dans la nouvelle législature qui va arriver au Sénat, il faudrait bien qu'on ait désormais des gens qui soient réellement motivés pour pouvoir porter sur eux l'engagement d'amener l'État ou le gouvernement à désormais s'inscrire dans la logique de développement des localités. Parce que vous verrez que le chef de l'État avait décidé du plan d'investissement départemental, du fonds d'investissement départemental. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus entendu parler. Ça fait peut-être 2 ans qu'on n'en entend pas parler. Or, c'est eux, étant une émanation des assemblées locales, ils devraient plus ou moins, à l'issue de leur élection, ramener cette question-là sur la table, poser la question à l'exécutif pour dire, vous nous avez proposé quelque chose pour pouvoir développer nos localités, pour éviter la fracture de développement qu'il y a entre Libreville et l'arrière-pays. Il faudrait qu'aujourd'hui, on ait une lecture qui nous permette de savoir où en sommes-nous. Donc, dès aujourd'hui, il faudrait qu'au sortir de ces élections, les sénateurs qui vont sortir le 6, après le second tour, le 6 février, soient des hommes qui soient capables de pouvoir se battre pour, évidemment, ce tout le monde appelle de vivre aujourd'hui, la décentralisation, qui permettra à ce qu'on ait un développement harmonieux de toutes nos localités, de tout notre pays, parce qu'à un moment donné, on a comme l'impression que toutes les politiques qui sont menées ne concernent que Libreville, et même entre guillemets, ce n'est même pas l'estuaire, c'est beaucoup plus Libreville, les attentes sont beaucoup plus à Libreville, les réalisations à Libreville, et personne ne se bat pour l'arrière-pays, en dehors de quelques zones qui vivent simplement parce qu'il y a une certaine activité économique. Vous avez par exemple le Goué maritime, même là aussi, ce sont des zones pratiquement essoufflées avec la crise internationale qu'on connaît, notamment la crise des matières premières. Donc, vous avez le Goué maritime qui est essoufflé à cause de la baisse de la crise dans le monde du pétrole. Vous avez le Haut-Ogooué qui lui également a des déficits en termes de développement. Vous avez plusieurs autres localités comme ça qui souffrent de pouvoir s'émanciper, alors qu'ils devraient aujourd'hui avoir une certaine, du moins un certain équilibre en ce qui concerne la capacité de nos provinces à pouvoir offrir quelque chose qui leur soit particulier et qui pourrait plus ou moins impulser une dynamique de développement dans ces régions-là. Or, ce n'est pas le cas, mais tout simplement parce que tout est centralisé à Libreville et le Sénat a le devoir étant une émanation, encore une fois, des assemblées locales, de pouvoir se battre afin que la décentralisation soit une réalité, qu'elle puisse réellement exister et que finalement, nos responsables, aussi bien municipaux que départementaux, puissent avoir les moyens nécessaires pour assumer le développement des localités. Donc, c'est vraiment une actualité qui était importante. Ensuite, vous avez également dans ce même Conseil des ministres le fait que la crèche, comme on le disait la dernière fois, le centre maternel de Lalala qui a été ramené dans la concession de l'État, donc le domaine de l'État, simplement parce que beaucoup de personnes, au moment où les faits se sont produits, étaient quand même sidérés de constater que des particuliers sont allés plus ou moins, on va dire, casser
un bien qui appartient à l'État. C'est vrai que quand moi j'ai parcouru cette question, Gina en a fait des chroniques, on disait que la dame avait un titre foncier, et d'ailleurs ça a été confirmé par le Conseil des ministres parce qu'il a passé les numérotés avec un décret d'attribution en ce qui concerne le titre foncier. Mais ce qui sous-entend que derrière, il faudrait aujourd'hui que l'État également se penche sur un certain nombre d'établissements, parce que la plupart des établissements publics au Gabon souffrent de cette question du foncier. Beaucoup de lycées et collèges n'ont pas de titre foncier, et cela est un problème. Ça veut dire que moi, du jour au lendemain, je peux me lever et puis je prends en otage le lycée Mba, je dis c'est un bien familial. Et à un moment donné, j'aurais eu déjà à abîmer, du moins, oui. Question. Après avoir dûment détruit cette école, je passe là tous les jours, qui ressemble à un grand champ de ruines désormais. La décision arrivant des semaines plus tard, à qui incombe la reconstruction de l'école? L'État. Et je crois que c'est ce qui a été notifié, qu'ils vont y construire à nouveau un établissement digne, donc plus moderne. Là maintenant, ça va revenir à l'État. C'est l'État qui a perdu un bien, qui a décidé de le récupérer. Ensuite, il devra réinvestir pour pouvoir y loger à nouveau des apprenants gabonais. Mais c'est déjà un point important qui ça doit faire office de comme on dit, de jurisprudence. Les établissements au Gabon, quels sont leurs statuts? Est-ce qu'on devrait aujourd'hui régulariser le foncier pour les édifices publics? C'est la question qui se pose en réalité. Il ne faudrait pas qu'on agisse après coup. Parce qu'agir après coup sous-entend que l'État est quand même un peu faible à un moment donné. Et l'État, donc ça veut dire aussi que l'État occupe un certain nombre d'espaces au niveau du Gabon, même si la terre lui appartient en premier, mais le fait qu'il exploite un certain nombre d'espaces sans que ça se rende dans le respect du droit, c'est quand même des situations qui peuvent quand même être dommageables pour le contribuable. Parce que quand tu poses la question de qui va reconstruire, on voit que ça va greffer encore un peu plus le budget de l'État. Et peut-être ce n'était pas une dépense prévue. Mais là, on va devoir trouver encore des ressources pour reconstruire, pour rebâtir une école. Et alors qu'on avait déjà une qui moi j'ai des générations, j'ai vu sur place le jour où je suis allé, des gens qui témoignaient qu'ils ont appris là il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc à un moment donné, il faut bien qu'on arrive à se poser les vraies questions. On est sur le foncier. Il faut que l'État régularise la situation foncière de ces édifices pour éviter qu'on arrive à ce type de situation où un individu va prendre un bien de l'État et l'État est obligé d'agir par coup, et cela ne traduit pas du sérieux même ou de la qualité même des hommes qui sont à la tête de nos administrations. Merci Mosley qui revenait donc sur l'actualité au Gabon ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. René Ruth aussi est avec nous ce matin pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.